Nous avons donc le plaisir d'accueillir Christophe Collier. Vous êtes coprésident de l'ARDIS, l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, qui agit de manière multiforme auprès des personnes étrangères et exilées LGBT+, en leur apportant notamment un accompagnement et un suivi juridico-administratif dans leurs diverses procédures en vue d'aboutir à l'obtention d'un droit au séjour durable en France, soit au titre de leur vie privée, soit en tant que bénéficiaires d'une protection internationale. L'ARDIS a développé une réelle expertise dans le champ de la demande d'asile LGBT+, lui permettant aujourd'hui de porter des actions de plaidoyer et aussi de dispenser des formations aux intervenants sociaux, aux bénévoles d'associations ou encore aux interprètes. Christophe, nous vous avons sollicité pour nous parler ce matin des impacts de l'exil sur l'intimité des personnes LGBT+, sur les défis de la reconstruction de leur intimité dans le pays d'accueil et les enjeux qui entourent l'expression de l'intime dans cette demande d'asile. En effet, qu'est-il attendu de la part des instances de l'asile sur ce rôle, cette place de l'intime, quand c'est l'orientation sexuelle qui est interrogée? Et qu'est-ce que la personne en demande d'asile pense qu'il est attendu d'elle? Quelle dissonance constatez-vous et quels sont ici les enjeux linguistiques et culturels lorsque le choix des mots a une importance capitale à l'OFPRA et à la CNDA, lorsque les officiers de protection ou les juges attendent une certaine performance oratoire de la part de la personne en demande d'asile et lorsqu'ils n'ont pas les mêmes références culturelles? Comment emporter leur intime conviction et qu'ils établissent la crédibilité du récit dans ce contexte où les conceptions de la relation sexuelle, du couple, du sentiment amoureux sont différentes. Face à l'injonction du récit de l'intime, quels sont les freins à l'expression de l'intime? Enfin, au-delà de la procédure de demande d'asile, quels sont les effets de l'exil sur l'intime, sur la vie des personnes et qu'est-ce que l'ARDIS porte en termes de recommandations de plaidoyer pour le respect des droits des personnes LGBT exilées en France? Merci beaucoup, Christophe Collier, pour votre intervention. Je vous laisse la parole pour 40 minutes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce matin, je vais essayer de dresser un petit peu un état des lieux de la situation, des attentes des institutions de l'asile et puis des difficultés que les demandeurs et les demandeuses d'asile peuvent rencontrer aussi bien dans leur expression que dans leur reconstruction une fois arrivés en France. Je vais peut-être passer un petit peu rapidement sur certains aspects. Je vous prie de m'en excuser par avance. Euh, je suis donc Christophe Collier, je suis bénévole à l'ARDIS depuis à peu près 10 ans. J'ai beaucoup accompagné individuellement les demandeurs et les demandeuses d'asile dans leur préparation à l'OFPRA, dans leur audience à la CNDA. J'ai également animé des ateliers collectifs, enfin j'anime encore des ateliers collectifs de préparation à l'OFPRA et à la CNDA, et aussi des ateliers visant un petit peu à doper les capacités des demandeurs et des demandeuses d'asile à l'expression orale, à leur capacité à parler d'elles-mêmes et d'eux-mêmes. J'ai aussi à l'ARDIS donné des cours de français. Enfin, je suis aussi formateur à l'ARDIS, donc j'ai une vision un petit peu d'ensemble des activités de l'association depuis 10 ans. Sur l'histoire de l'ARDIS, je vais passer rapidement. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. J'aimerais juste rappeler que à l'origine, l'ARDIS, créé en 1998, c'était un collectif qui était pensé par et pour les couples binationaux au moment des débats sur le Pax. C'est-à-dire qu'au moment où les débats sur le Pax ont commencé à se faire jour, un certain nombre de couples binationaux LGBT se sont demandé un petit peu quelle place pouvait être accordée par cette nouvelle loi qui était sur le point d'advenir sur leur couple. Et c'est vraiment dans l'ADN de l'association, même si c'est vrai, à partir des années 2010, on a vu de plus en plus de demandeurs et de demandeuses d'asile frapper à la porte de l'ARDIS, ce qui a imposé une reconfiguration complète des activités de l'association et une montée en, en compétences et en gamme sur l'accompagnement des demandeurs et des demandeuses d'asile LGBT. Actuellement, le pôle asile représente à peu près 80% de l'activité de l'association, quoi. Donc ça reste effectivement une très très grosse part de notre activité. À partir de 2000, fin des années 2010, début des années 2020, on a pu commencer un petit peu à se professionnaliser. Ça a commencé par le recrutement d'une ingénieure de formation pour pouvoir monter un petit peu des actions de formation à destination, comme vous l'avez dit, des travailleurs et des travailleuses sociales du champ, mais également des autres associations LGBT en région qui voyaient arriver de plus en plus du fait
du transfert en région dans les CADA ou dans les UDA de personnes demandeuses d'asile LGBT. Suite à ça, on a également pu recruter une psychologue quelques heures par semaine qui propose des ateliers de médiation thérapeutique autour d'un certain nombre d'activités. Et ce sont des activités qui sont, je crois, très, très appréciées des demandeurs et des demandeuses d'asile, parce que ce sont des espaces vraiment qui leur permettent d'être en toute sécurité elles-mêmes et eux-mêmes. Euh, et puis en 2022, on a pu commencer à avoir avec nous, à nos côtés, des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales pour pouvoir pallier parfois aux difficultés, enfin pallier les difficultés, pardon, que rencontrent évidemment les demandeurs et les demandeuses d'asile. Euh, Plus récemment, on a dû faire un petit peu évoluer nos modalités d'accompagnement des demandeurs et des demandeuses d'asile du fait de la crise Covid et du désengagement bénévole que, à l'instar d'autres associations, on a pu, enfin, auxquelles on a pu être confrontés. Et donc, on a développé de plus en plus des ateliers collectifs de préparation, en plus d'ateliers, enfin, en plus d'activités, pardon, de coaching. Voilà, pour aider les personnes à se préparer aux entretiens ou aux audiences. Voilà pour ce qui est de la partie un peu qui sommes-nous. Sur un petit portrait un petit peu des publics qu'on a accueillis en permanence, on a trois permanences environ par mois. Donc voilà les chiffres tout récents des permanences de 2024. Donc plus c'est rouge foncé, plus ça représente de nombre. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres qui sont à côté des pays. Mais on voit évidemment la Russie hein, qui commence à monter du fait du régime, hein, tout simplement, qui est à l'heure actuelle en Russie, du fait des lois LGBT-phobes qui sont très très prégnantes en Russie, du fait également de l'enrôlement hein, dans la guerre, et qui fait qu'on a vu augmenter cette année de façon notable le nombre de personnes qui sont originaires de Russie, principalement des hommes, mais pas seulement, mais principalement des hommes. On a également évidemment des personnes qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest notamment. Ça, c'est lié évidemment, je ne vous l'apprends pas, au passé colonial de la France, hein, puisque ce sont des zones où les personnes sont majoritairement francophones et de fait ont accès à un certain nombre d'informations sur la situation pour les personnes LGBT en Europe et notamment en France, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que les demandeurs et les demandeuses d'asile nous expliquent avoir entendu des choses sur RFI, avoir entendu à la télévision, dans des journaux télé locaux, à quel point vraiment l'Europe était dégénérée à accorder autant de droits aux personnes LGBT et que c'était donc ainsi en fait que les personnes se trouvaient informées de la situation un peu plus bienveillante en Europe et notamment en France pour les personnes LGBT. Alors j'ai quelque chose qu'on a noté aussi, hein, c'est qu'au moment des débats autour du mariage pour tous en 2013, par exemple, il y a eu dans tout un tas de pays francophones, et je pense notamment à la Côte d'Ivoire. Alors, je cite toujours cette expression ivoirienne que j'aime beaucoup, hein, qui dit que quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Et en fait, au moment des débats sur le mariage pour tous en France, ces débats ont été abondamment relayés dans les médias euh, ivoiriens, ont été repris par évidemment les dignitaires religieux, sans doute, hein, qui se sont scandalisés et qui craignaient qu'une chose, c'était que ce genre de fantaisie finisse par arriver en Côte d'Ivoire également, du fait de la mainmise réelle ou supposée de la France sur la situation politique ivoirienne. Et donc, c'est comme ça aussi qu'un certain nombre de personnes ont pu apprendre que, voilà, comment les choses se passaient en France. Ce qui peut arriver aussi, et ce qui explique hein, cette prévalence de l'Afrique francophone parmi nos demandeurs et nos demandeuses d'asile, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que les personnes qui sont en France et qui sont réfugiées en France gardent parfois des contacts via Facebook, via les réseaux sociaux, gardent des contacts ou créent de nouveaux contacts aussi via, encore une fois, les réseaux sociaux, et contribuent aussi à informer la population francophone de la situation pour les personnes LGBT en France, sans doute en, sans doute en minorisant un peu les difficultés qu'il et elle rencontrent, hein, et en laissant entendre à quel point la vie peut être idéale, je dirais plutôt idéalisée, hein, en tout cas, en France.
Et puis il y a aussi d'autres phénomènes hein, qui jouent là-dedans. C'est bah, d'une part que, au fond, les voies migratoires étant ce qu'elles sont, les circuits migratoires étant ce qu'ils sont, le coût des voyages pour tel ou tel pays étant ce qu'il est, les demandeurs d'asile LGBT, au moment où ils et elles entament, en tout cas pour celles et ceux qui l'entament par la route, qui entament le trajet migratoire, eh bien, rejoignent la cohorte des migrants qui quittent aussi le pays pour d'autres motifs. Et donc, euh, je n'ai pas envie de dire bénéficient vu la difficulté de ces parcours migratoires, mais en tout cas, voilà, se retrouvent un petit peu embringués dans les mêmes circuits migratoires et donc les mêmes destinations, évidemment, que les personnes LGBT qui quittent le pays. Après, il y a d'autres profils, hein, par exemple, sur les populations algériennes ou sur les populations libanaises. On n'a pas accompagné beaucoup de personnes libanaises cette année, mais il y a des années où c'est un peu plus marqué. Il n'est pas rare, en fait, que chez ces populations, notamment peut-être pour celles qui jouissent d'un milieu social un peu favorisé, qu'au fond, la demande d'asile se fasse après des années d'aller-retour entre la France et le pays d'origine. Vraiment, je cite l'Algérie ou le Liban, mais il y a d'autres pays, mais c'est quand même très marqué pour l'Algérie et le Liban. Euh, Au fond, après des années d'aller-retour, la situation se dégradant dans le pays d'origine, souvent liée à l'augmentation en âge. Ce que je dis là, ça vaut pour les populations masculines, hein. Enfin, ce profil-là, c'est vraiment que les populations masculines. La situation se dégrade, les pressions autour du mariage augmentent, ou alors, après des années où on arrive un peu à se dissimuler, à s'organiser pour mener sa double vie, le pot au rose est finalement découvert, et donc ça contraint les personnes, au terme d'un nième voyage en France, à y déposer une demande d'asile. Voilà, j'ai un petit peu les grands types. Ça manque un peu de finesse, hein, vous doutez, hein, mais je n'ai que 40 minutes. Euh, Également, des populations qui sont beaucoup originaires du Bangladesh. Alors là, moi, j'ai pas d'explication particulière à avancer sur la prévalence dans cette zone géographique-là de la population bangladaise. Alors évidemment, la situation politique et sociale qui est faite aux personnes LGBT est absolument dégradée, mais au fond, on ne peut pas prétendre que la situation soit tellement plus enviable dans tous les pays limitrophes du Bangladesh. Si on regarde maintenant un petit peu le genre des personnes qui se présentent à l'ARDIS, alors là, ce sont les chiffres, je crois, des personnes qui ont été accompagnées individuellement hein, par l'ARDIS. Alors, on ne voit pas très bien parce que c'est noir sur gris, mais en bas, vous avez les différentes années depuis 2005. Et tout ça représente le nombre de personnes individuellement accompagnées à l'ARDIS. On voit hein, nettement en orange, il s'agit des hommes cis, c'est-à-dire des hommes non trans, qui dominent absolument le nombre de personnes qu'on accompagne, mais qui dominent aussi de façon écrasante, de toute façon, le nombre de personnes qui se présentent à nos permanences, qu'elles soient finalement accompagnées ou non. Ça reflète pas tellement les chiffres nationaux, tout motif de demande d'asile confondus. Euh, Là aussi, il y a peut-être des hypothèses qu'on peut avancer, et notamment sur la sous-représentation des femmes. C'est le fait que peut-être, les femmes demandent l'asile, ne sont pas moins nombreuses à venir, les femmes lesbiennes, mais demandent l'asile sous d'autres motifs, du fait de motifs conjoints ou de motifs croisés de persécution dans leur pays d'origine. D'ailleurs, nous, ce dont on se rend compte, c'est que les femmes lesbiennes qui font une demande d'asile et qui motivent leur demande d'asile par plusieurs motifs de demande d'asile, on voit que ce sont souvent des dossiers qui passent plus difficilement à l'OFPRA. C'est-à-dire que si une femme lesbienne demande l'asile en raison de son orientation sexuelle, mais aussi parce qu'elle a été mariée, enfin, elle a subi un mariage forcé, il n'est pas rare de voir qu'à l'OFPRA, l'officier de protection insiste énormément sur le caractère forcé du mariage et finalement réduit à une portion un peu congrue l'aspect orientation sexuelle. Donc, quand on a l'opportunité de préparer un petit peu les demandeuses d'asile lesbiennes à l'entretien à l'OFPRA, et pour celles qui ont comme ça des motifs un peu croisés,
on essaye vraiment de les motiver, ou en tout cas, on leur fait comprendre l'importance de vraiment revenir au cours de l'entretien sur le fait qu'elles sont aussi lesbiennes et que c'est euh, un des, enfin, que c'est le motif principal de leur demande d'asile, quoi. Les personnes trans, en fait, sont assez peu nombreuses, comme vous le voyez, alors même qu'on peut imaginer que la situation est particulièrement dégradée pour les personnes trans dans tout un tas de pays. Il y a plusieurs explications à ça. Il y a le fait que déjà, c'est beaucoup plus difficile pour les personnes trans de voyager euh, par la terre et par la mer. Elles sont beaucoup plus exposées aux violences et on peut émettre l'hypothèse navrante qu'en fait, toutes ces personnes ne parviennent pas jusqu'en France, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi le phénomène, enfin, phénomène, c'est un peu inadapté peut-être. Il y a aussi le fait, disons, que en fait, beaucoup de personnes, notamment originaires d'Afrique subsaharienne, ne mettent un mot que tardivement sur leur transidentité. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que nous, on voit des personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui font une demande d'asile sur un certain motif et qui reviennent nous voir plusieurs mois ou plusieurs années plus tard en nous disant que, au fond, maintenant, elles comprennent vraiment qui elles sont et en fait font état de leur transidentité à ce moment-là. Mais donc, au moment où elles ont fait leur demande d'asile, la transidentité n'était pas évoquée. Bien sûr, toutes les personnes qui vont venir plutôt d'Europe de l'Est ou d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, bien évidemment, ces personnes-là, elles ne viennent pas ni par la terre ni par la mer, elles viennent généralement par avion. Et donc, c'est d'autres freins à leur mobilité en tant que personnes trans, mais en tout cas, elles voyagent malgré tout plus facilement que les personnes qui viennent par la terre et par la mer. Une chose aussi à laquelle l'ARDI s'est confronté, je pense que c'est à peu près toutes les personnes qui interviennent auprès des publics migrants, notamment dans le cadre de la demande d'asile, c'est qu'en fait, l'ARDI, c'est un interlocuteur parmi des dizaines d'autres, et que tout le monde y va de son avis sur la demande d'asile, sur ce qu'il convient de dire, sur ce qu'il convient d'expliquer, sur ce qu'il convient parfois d'exagérer aussi. Et donc, on se retrouve comme ça, comme un maillon d'une chaîne qui est très, très vaste, alors qui est parmi les travailleurs sociaux. Alors, évidemment, les travailleurs sociaux donnent des conseils tout à fait opportuns, mais également d'amis réfugiés qui vont parfois dire, mais ça a marché pour moi, tu devrais essayer un peu de raconter ça. D'amis déboutés qui vont dire, ah là là, mais parle pas, surtout pas de ça, parce que moi, j'en ai parlé, ça n'a pas marché. D'autres associations LGBT, hein, dont on peut espérer qu'elles délivrent des conseils évidemment tout à fait éclairés, d'avocats, donc là aussi on peut espérer que les conseils sont plutôt opportuns, mais également, vous voyez, de tout un tas d'autres acteurs, notamment les avocats non spécialistes de la demande d'asile, tout court, hein, mais qui sont payants et dont les demandeurs d'asile se disent que puisqu'ils sont payants et parfois très chers, c'est qu'ils sont très bons. On peut imaginer le rôle des influenceurs. Il n'y a pas de raison que les influenceurs ne se mêlent pas de la demande d'asile LGBT. Alors, on a vu hein, récemment en Côte d'Ivoire un regain de l'homophobie ambiante du fait d'influenceurs réfugiés, enfin réfugiés, vivant parfois en France ou en Suisse, qui tenaient un discours absolument nauséabond sur les demandeurs, enfin sur les personnes ivoiriennes LGBT. Il y a également maintenant, on le voit fleurir, hein, des prestataires de services payants, alors parfois tout à fait institutionnalisés, puis parfois bah, c'est la personne qui va vous écrire un récit Porte de la Chapelle ou ailleurs qui tient absolument pas la route et qui va plomber parfois la vie de demandeurs ou demandeuses d'asile qui auraient vraiment plein de choses à raconter et plein de choses qui mériteraient la protection. Là, récemment, j'étais confronté à un monsieur qui était à Nice et qui a payé 1000 euros son récit. 1000 euros. Alors, bon, la vie à Nice, elle est chère, mais 1000 euros, c'est quand même vraiment. Enfin, vous imaginez quoi, le coût que ça représente pour une histoire qui s'avère assez fausse, alors même que ce monsieur est homosexuel. Ça peut être également les conseils délivrés par les pasteurs ou par les personnes qui hébergent et auxquels on ne va pas nécessairement
oser raconter les raisons pour lesquelles on a quitté son pays d'origine et qui vont donc vous glisser des motifs de demande d'asile un peu bidons, généralement politiques. Je dis bidon, non pas parce que les situations politiques sont idéales dans les pays d'origine, mais bien parce que la personne n'a pas de passé militant politique et qu'elle va donc se planter, passez-moi l'expression, à l'OFPRA le moment venu, quoi. On a parfois, hein, comme ça, on a des grands. Alors, à l'ARDI, il y a des effets de nombre, hein, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes LGBT, on en accompagne beaucoup, et du coup, comme ça, on voit émerger certaines choses. Alors, parmi les mauvais conseils qu'on voit fleurir, alors il y a l'idée reçue selon laquelle, si vous êtes venu en avion, vous n'avez aucune chance d'être reconnu réfugié. Voilà, ça, je l'ai entendu. Il y a aussi le fait que si vous avez eu des enfants, il n'y a aucune chance que vous soyez reconnu réfugié. Évidemment, c'est faux, hein. Il y a enfin, on a plein de raisons pour se retrouver avec des enfants quand on est une personne LGBT et qu'on veut dissimuler sa situation dans son pays d'origine. Autre conseil un peu dangereux, c'est le conseil de montrer des photos un petit peu crues de ces activités de personnes homosexuelles pour convaincre l'OFPRA. Vous imaginez bien que l'OFPRA ne se laisse pas influencer par ce genre de choses. Il y a aussi les conseils qui vont consister à pimenter un peu le récit, hein, parce qu'on va le voir un peu plus tard, les seuils de tolérance sont tout à fait différents en Europe et par exemple en Afrique, et on va se retrouver avec des personnes qui vont aggraver leur récit pour pouvoir impressionner davantage l'OFPRA, alors même que ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont vécu est déjà, de notre point de vue, hein, et puis même dans une large mesure du point de vue de l'OFPRA, est déjà scandaleux, quoi. On va voir aussi l'attrait parfois pour des interventions dans les histoires de personnalités importantes, hein, ou supposées importantes. Par exemple, à une époque, sur les dossiers de personnes originaires du Congo, on voyait beaucoup citer le nom du général Amisi Kumba. Et donc, le général Amisi Kumba, un coup c'était le général qui était gay, un coup c'était son fils qui était gay, un coup c'était sa fille qui était lesbienne, un coup c'était sa maîtresse qui était lesbienne. Et donc, on voyait comme ça, quand même, assez fréquemment le général Amisi Kumba, parce qu'il se disait que avoir un général parmi ses persécuteurs, c'était la garantie d'obtenir une protection, parce qu'effectivement, du point de vue des demandeurs d'asile ou des demandeuses d'asile, comment voulez-vous vous en sortir au Congo quand vous avez sur le dos un général qui vous en veut? Alors, ça ne veut pas dire que les gens mentent sur l'intégralité de leur récit, évidemment, hein. C'est juste que ils se disent, ils s'auto-persuadent, ou on les persuade, qu'il faut un petit peu pimenter, exagérer, aggraver la situation. Je me rappelle d'un demandeur d'asile qui s'appelait Glody et qui me raconte son histoire qui était tout à fait enfin pas classique, mais qui était tout à fait euh, modeste quoi, dans les violences subies, mais déjà, enfin modeste, euh, pas de mon point de vue, hein, mais en tout cas, c'était pas du tout spectaculaire comme ce que je pouvais entendre parfois. Et à un moment, j'étais un peu fatigué, ça m'a échappé, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, en tout cas, je suis content parce qu'il n'y a pas de général dans ton histoire. Il m'a dit, non, moi, c'est pas un général, c'est un sénateur. Alors j'ai dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Et il a rigolé, et il a convenu qu'en fait, non, il n'y avait pas de. Enfin, il avait jamais eu de relation avec un sénateur, mais qu'on lui avait dit que ce serait bien quand même qu'il ait eu une relation avec quelqu'un d'important parce que c'était de nature à justifier les dangers auxquels il allait se retrouver exposé. Donc voilà, on a parfaitement conscience de ça. Une partie du boulot de l'ARDI, c'est de déconstruire un petit peu les représentations des demandeurs d'asile sur ce qui est attendu des instances de l'asile en matière de gravité des faits. Encore une fois, hein, moi je trouve que ce qui leur arrive est tout à fait grave et dramatique, mais de leur point de vue, ça ne l'est pas assez. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit faire, c'est un monsieur tunisien qui me racontait ça, qui faisait 3 kilomètres de détour pour éviter de passer par un quartier qui était à côté de chez lui, pour éviter de se faire insulter sur son trajet. Et donc, il faisait tous les jours 2 ou 3 kilomètres d'écart, qui restait caché derrière un immeuble s'il voyait le groupe passer, etc. Pour lui, c'était pas grave. Donc, évidemment que c'est pas du tout notre point de vue. Alors, quelques exemples de représentations différentes quant aux attentes des uns et des autres. Alors, sur la question de la prise de conscience de l'orientation
sexuelle. Euh, Très clairement, ce qu'attend l'OFPRA, c'est l'exposé du cheminement euh, et de tous les questionnements afférents, c'est-à-dire, vous savez, des trucs du style, moi je me souviens, quand j'avais tel âge, il y avait telle personne dans mon quartier ou dans ma classe qui s'appelait comme ci, comme ça, et moi ce que je ressentais pour lui, c'était, alors je comprenais pas, mais voyez, l'OFPRA s'attend à vraiment un cheminement très très lent qui conduit du sentiment d'étrangeté, du sentiment de bizarrerie qu'on peut ressentir et qu'on ressent parfois, souvent, jusqu'au moment où on a pleinement conscience de son orientation sexuelle, par exemple, ou de son identité de genre. Voilà, donc l'OFPRA s'attend comme ça à un cheminement lent avec tout un tas de questions. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez compris ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez éprouvé ce sentiment pour votre camarade, etc. Alors que bien souvent, pour le demandeur ou la demandeuse d'asile, euh, cette question va être interprétée, enfin la question de la prise de conscience, va en fait être interprétée comme pourquoi vous êtes gay, pourquoi vous êtes lesbienne. C'est-à-dire que parfois, spontanément, les personnes vont commencer à formuler tout un tas d'hypothèses sur les raisons pour lesquelles il et elle sont des personnes LGBT. Euh, des hypothèses qui, de notre point de vue, vont être de surcroît plus ou moins probantes, quoi. Mais voilà, il y a cette idée que l'OFPRA ou la CNDA attendent une explication sur pourquoi vous êtes comme ça. Évidemment que non. Bien malin la personne qui pourrait expliquer pourquoi les choses sont LGBT ou pas. Et évidemment, c'est pas du tout les attentes de l'OFPRA ou de la CNDA. Autre représentation liée à ça, c'est l'idée que, au fond, ce qu'attend l'OFPRA et la CNDA, c'est qu'on raconte par le menu la première relation sexuelle. Alors qu'en fait, d'une certaine façon, la première relation sexuelle pour l'OFPRA ou la CNDA, ça va être en quelque sorte l'aboutissement, quoi, de tout ce cheminement. Ça va être, je veux dire, la preuve ultime, quoi. Enfin, la preuve ultime qu'on ne s'est pas trompé, quoi. Mais vraiment, pour les demandeurs et les demandeuses d'asile, souvent, ça va être, bah voilà, comment je me suis rendu compte que j'étais homosexuel? Bah, à 15 ans, j'ai couché avec mon voisin Roberto, quoi. Et, euh, et en fait, il y a ce travail qui doit être fait, alors qu'on fait, nous, à l'ARDIS, hein, pour les aider à verbaliser justement sur les épisodes antérieurs. C'est-à-dire, mais d'accord, ok, Roberto, c'est noté, mais avant Roberto, est-ce que toi, il y avait un garçon que tu aurais bien aimé pouvoir embrasser, même si tu ne l'as pas fait. Voilà. Il y a toujours cette idée de les faire parler sur des choses qu'ils auraient aimé vivre, aimé faire, mais qui n'ont pas pu se faire. Ça fait partie des très très grosses différences de représentation entre les personnes qui demandent l'asile et l'OFPRA. Autre exemple, le couple. Euh, Pardon. L'OFPRA et la CNDA peut-être plus encore, hein. Euh, on va avoir une idée du couple qui est quand même très occidentale, très européenne. C'est-à-dire, il y a souvent des questions à l'OFPRA à partir du moment où la personne elle explique qu'elle était en relation avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Euh, et ils attendent, alors je sais pas moi, des sorties au restaurant, des sorties au cinéma, enfin des activités de couple européens en fait, hein. Euh, Mais bien évidemment que quand vous êtes dans un pays où l'hostilité législative ou sociétale à l'égard des personnes LGBT atteint des sommets, évidemment que vous n'allez pas vous afficher, que vous allez même être un petit peu activer le mode paranoïaque et que vous allez vous comporter comme des camarades dès que vous sortez dans la rue. Mais il y a cette idée comme ça de l'OFPRA d'un couple, c'est-à-dire que un certain nombre de projections sur l'avenir, un certain nombre d'activités sociales, de sorties, d'amis communs, voilà. Et ça fonctionne pas toujours. Alors ça dépend des origines, évidemment, des demandeurs et des demandeuses d'asile. Il y a des endroits où effectivement hein, ces activités sociales ont bien lieu, mais si vous êtes un jeune homme homosexuel mauritanien, il y a quand même peu de chances que vous organisiez des petits dîners romantiques pour la Saint-Valentin, quoi. Et puis souvent, bah, pour les demandeurs et les demandeuses d'asile, les représentations du couple sont complètement différentes. Alors déjà, ça peut sembler surprenant, mais très souvent, il n'y a pas de projection sur l'avenir. Euh,
C'est-à-dire que si vous discutez avec un jeune homme euh, euh, d'Afrique subsaharienne qui vous raconte un petit peu son couple, et si vous lui dites, mais comment vous envisagiez l'avenir avec votre copain, bah, il y a pas nécessairement d'imagination de l'avenir parce que on préfère pas y penser en fait à l'avenir. L'avenir, il est pas riant, quoi. Et donc, on préfère ne pas du tout se projeter sur ces questions-là. Une des grandes difficultés aussi, c'est la question qui est récurrente à l'OFPRA, c'est-à-dire que ça fonctionne un peu comme si l'OFPRA et la CNDA partaient du principe que, OK, dans votre pays, c'est quasiment impossible de rencontrer quelqu'un, c'est quasiment impossible d'avoir une relation de couple, et pourtant vous en avez eu une. Comment ça a été possible, quoi? C'est-à-dire, presque, comment avez-vous osé draguer cette personne? Ou comment avez-vous osé vous laisser draguer par cette personne qui a elle-même osé bizarrement vous draguer? Vous voyez, il y a ce soupçon de, attendez, vous nous dites que c'est horrible dans votre pays d'origine et en même temps vous avez quand même réussi à sortir avec quelqu'un. Bah, expliquez-nous un peu comment vous en êtes, comment vous avez fait ça. Et le plus souvent, les demandeurs et les demandeuses d'asile en première intention des réponses qui sont un peu laconiques, c'est-à-dire qu'en fait, les violences, les risques, les peurs sont tellement intériorisés euh, qu'en fait, ils et elles ont un peu de mal à s'extraire et à se prendre comme objet pour analyser rétrospectivement la façon dont, effectivement, ils et elles ont mené une espèce d'enquête, quoi, auprès des personnes, en les scrutant, en regardant comment elles les regardaient, en écoutant ce qu'elles leur disaient, en écoutant leurs réponses à «Mais t'as un copain ou t'as une copine?» Enfin voilà, en analysant pendant des jours et des jours tout le fonctionnement de la personne qu'elle envisageait de draguer, quoi. Autre représentation un petit peu différente, la violence et le danger, j'en ai déjà dit quelques mots. Euh, il y a l'idée vraiment parfois chez les demandeurs et les demandeuses d'asile que ce qui leur est arrivé, c'est pas assez grave. Et vraiment, c'est tragique. C'est vraiment tragique parce que, euh, en fait, le, la quantité d'humiliation subie, de négation de soi-même, d'insultes, euh, voilà, toutes ces violences auxquelles ils et elles sont particulièrement exposés sont vraiment déjà, y compris souvent hein, aux yeux de l'OFPRA, sont déjà scandaleuses, quoi. Et moi, je me souviens d'un jeune homme voilà, qui avait prétendu avoir été séquestré 6 mois dans la cave du père de son petit ami. Et bon, l'OFPRA, évidemment, vous en doutez un peu tiqué quand même. Euh, et bon, ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble et la confiance avait commencé à s'installer. Et il m'avait dit, mais non, effectivement, j'ai pas été séquestré 6 mois, mais j'ai été séquestré 6 heures. Et pour lui, avoir été séquestré 6 heures, avoir été violenté pendant 6 heures chez le père de son camarade, c'était pas assez violent, en fait. Il fallait absolument que ça atteigne la durée de 6 mois. On le voit aussi, hein, la violence et le danger, les différences de représentation sur les craintes en cas de retour. Souvent, les personnes vont maximiser les risques liés à la police. Alors, je ne les nie pas, hein, notamment dans certains pays, les risques liés à la police sont vraiment prédominants, mais dans un certain nombre de situations, et notamment quand il s'est passé un certain nombre d'années, on peut imaginer que la police, quand même, a autre chose à faire que de continuer à les rechercher. Et c'est cette idée que, au fond, il faut absolument être menacé par la police pour que ce soit audible par l'OFPRA et par la CNDA. Et moi, je leur pose toujours la question, je leur dis, mais voilà, imagine toi dans 10 ans, euh, de retour dans ton pays d'origine, est-ce que tu vas t'installer dans ton quartier d'origine? Bah non. Ok. Alors, ok, imagine tu t'installes dans une ville à l'autre bout du pays. Comment est-ce que les gens vont t'accueillir? Tu vois, toi, t'es pas de ce coin-là, t'as, t'as l'âge que tu auras, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, comment les voisins vont se comporter avec toi? Et comme ça, on peut mesurer aussi les craintes hein, qui vont bien au-delà de la police, mais qui sont pas du tout exprimées par les demandeurs et les demandeuses d'asile qui s'imaginent vraiment que l'OFPRA et la CNDA attendent des histoires de police et d'arrestation uniquement. Les représentations qui sont liées aux preuves aussi.
le, l'OFPRA et la CNDA, je crois, en tout cas sur les dossiers LGBT, sont pas tellement soucieux des preuves. Et par preuve, j'entends les avis de recherche, les convocations de commissariat, je leur dirai un mot tout à l'heure. Euh, c'est pas tellement probant pour eux. Ils partent du principe que c'est souvent des documents qui sont trafiqués. Et moi, juste pour citer un exemple, c'était un avis de recherche, non, c'était un article de presse, pardon, affaire de lesbienne à Kinshasa. Et en fait, ça reprenait, le supposé article reprenait l'intégralité quasi du récit de la dame, quoi. Donc, en fait, l'article n'était là que pour corroborer de façon très opportune tout ce qu'elle avait pu déclarer dans son récit. Donc évidemment, ce genre de preuves, ça n'intéresse pas l'OFPRA et c'est contre-productif. Et pourtant, chez les demandeurs et les demandeuses d'asile, l'idée de preuve reste un peu obsessionnelle parfois. Alors, les mots pour le dire, juste quelques exemples un petit peu de complexité qu'on peut avoir au niveau linguistique à l'OFPRA et à la CNDA sur les questions LGBT. Là, le mot LGBT déjà, c'est-à-dire que euh, très clairement, LGBT, c'est un mot qui est fabriqué par l'Occident. C'est un mot politique hein, qui a son contenu, qui a son histoire, qui a ses nécessités. Et on constate évidemment que chez beaucoup de personnes migrantes, ce mot-là et pas du tout, cette expression-là est pas du tout opérante. C'est-à-dire que les personnes ne se vivent pas nécessairement comme des personnes LGBT. C'est même un mot qui est tellement confusionnant pour certaines personnes il n'est pas rare que les personnes s'imaginent qu'en fait LGBT, c'est le nom d'une association, une espèce de supra-association qui chapeaute toutes les personnes LGBT. La notion de transidentité, hein, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Euh, alors, les phénomènes de transidentité, de troubles dans le genre, comme dirait Butler, on les retrouve vraiment dans toutes les civilisations quasi, mais avec des modalités, des expressions qui sont propre souvent à chaque milieu culturel. Et donc, il y a parfois, comme je vous le disais, une espèce de choc entre les représentations qui sont liées au genre, à l'expression de genre dans le pays d'origine et la notion de transidentité en Occident, quoi. Pareil, hein, pour la question d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, on est face parfois à des publics qui ne sont pas du tout familiers de ces expressions. Ça va dépendre, hein, il y a des facteurs sociétaux, j'y reviendrai un peu plus tard, qui jouent, hein. La marge des fiertés, c'est pas du tout non plus quelque chose. Enfin, il est rare que les demandeurs et les demandeuses d'asile aient connaissance de la marge des fiertés. Euh, Même celles et ceux qui ont eu accès aux informations dans leur pays d'origine, en fait, c'est vraiment des notions qui sont tout à fait nouvelles pour les personnes. Le mot neutre, à la recherche du mot neutre. Euh, Comment est-ce qu'on se désigne soi-même quand on passe à l'OFPRA et à la CNDA? Je vais prendre un exemple concret, je vais prendre le mot PD par exemple. Euh, En fait, parfois vous avez des personnes qui, à l'OFPRA, vont s'auto-désigner comme PD. Alors, généralement, c'est des hommes, évidemment. Et pourquoi les personnes font ça? Alors, il y a deux situations, enfin, il y en a sans doute plus, mais il y a deux grandes situations. C'est le fait que, bah, au fond, au pays, tout le monde dit ça. Tout le monde dit le mot PD. Et, euh, et pour peu que la personne ne soit pas euh, très francophone, euh, bah, elle va entendre tout un tas de mots, mais elle va jamais entendre le mot homosexuel, elle va jamais entendre le mot gay, par exemple. Mais elle va entendre le mot PD. Parce que l'insulte en français est reprise, y compris dans la langue d'origine. Et donc la personne dit PD parce que tout le monde dit ça dans son pays. Voilà. Ça peut être aussi une utilisation, vous savez, par une espèce de mécanisme je vais être un peu pompeux en disant ça, mais de réappropriation politico-linguistique, on va dire, hein. C'est-à-dire que c'est pas rare, par exemple, dans la communauté homosexuelle blanche d'Occident, qu'on s'amuse à s'interpeller en employant le mot PD.
Et donc, parfois, les personnes aussi, dans une espèce de récupération comme ça d'un mot qui était au départ une insulte, récupèrent l'insulte, se l'approprient pour la recharger de façon ironique, politique, etc., et s'autodésignent ainsi. Évidemment, ça passe pas à l'OFPRA, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence l'entretien en disant bah, moi, je demande l'asile parce que je suis PD, vous imaginez bien qu'il y aura un petit raidissement chez l'officier de protection qui euh, c'est lui ou elle sociabilisé en se disant que c'était vraiment une insulte odieuse, ce qui est le cas, hein, c'est une insulte odieuse. Alors même que la personne, elle le dit sans malice, mais par l'officier de protection, ça va être interprété comme si cette personne était vraiment homosexuelle, elle n'emploierait pas un mot insultant pour s'autodésigner. Vous voyez? Euh, Donc parfois, nous, ce qu'on peut être amené à faire, c'est à inciter les personnes qui vont passer à l'OFPRA à employer peut-être un mot plus neutre, quel que soit le mot qu'elles-mêmes utilisent spontanément. Par exemple, le mot homosexuel, parce qu'on sait pertinemment que d'autres mots ne vont pas passer à l'OFPRA. Euh, alors parfois, ça crée des mécanismes du coup d'inhibition. Hein, c'est-à-dire qu'après, la personne, elle vous dit, bah, on m'a traité de sale homosexuel. Sans doute que c'est pas le mot homosexuel que la personne qui t'a insulté a employé. Mais voilà. Parfois, il y a des mécanismes du coup d'inhibition a posteriori. Euh, il y a des mots aussi qui sont tout à fait polysémiques. Et je vais juste prendre un exemple en Wolof. Je vais prendre l'exemple du mot Gordigan que vous avez peut-être déjà entendu et qui signifie homme-femme en Wolof. Et en fait, c'est un mot qui est assez fascinant, le mot Gordigan, parce que euh, au départ, enfin historiquement, c'était vraiment, ça désignait des personnes qui avaient une vraie fonction sociale, qui par exemple, alors jouaient sur les codes vestimentaires, sur les codes comportementaux, et qui participaient par exemple aux cérémonies de mariage, en faisant la cuisine, en animant un peu la cérémonie. Et au fond, il y a fort à parier que la population ne se posait pas tellement la question de leur sexualité. Avec enfin bon, je vais pas entrer dans l'histoire trop détaillée parce que sinon je vais vraiment prendre du retard, mais euh, à l'heure actuelle, le mot a complètement évolué et ça désigne à la fois des questions. Alors bien sûr, le plus souvent, c'est employé comme une insulte à présent. Et ça va désigner à la fois l'expression de genre, c'est-à-dire que c'est un mot qui va être donné, c'est une insulte qui va être lancée aux personnes qui, par exemple, vont être jugées trop efféminées ou portant des vêtements pas assez masculins, pas ayant un comportement pas assez masculin. Euh, donc ça va jouer comme ça, c'est un mot qui va faire référence à l'expression de genre dans une certaine mesure. Mais c'est également un mot qui va évoquer l'identité de genre, hein, parce qu'on va soupçonner la personne peut-être de plus être tout à fait un homme, mais d'être déjà s'identifier à une femme. Je vous renvoie au sens du mot, hein, homme-femme. Et en même temps, ça va désigner également l'orientation sexuelle, parce que c'est un mot qu'on va lancer à la tête des personnes qui sont jugées homosexuelles. Et en fait, le mot Gordigan, selon l'époque à laquelle il vous est adressé, il se charge de sous-sens un peu différents, c'est-à-dire que quand un enfant se fait, enfin, par exemple, des parents vont dire à un enfant, parents au sens large, hein, vont dire à un enfant, fais pas ça, tu vas finir Gordigan. C'est-à-dire qu'on va lancer ça à un enfant qui a un comportement qui est jugé pas assez masculin, y compris pour son âge. C'est-à-dire qu'il préfère rester auprès de sa maman, qui n'a pas envie d'aller jouer avec ses camarades garçons, qui est timide, qui est réservé, qui préfère rester dans son coin. Euh, Ça peut être simplement ça, ça peut être aussi un garçon, on n'aime pas la façon dont il croise les jambes, on n'aime pas la façon dont il marche, on n'aime pas la façon dont il parle avec ses mains, on n'aime pas la façon dont il rigole, et on va lui lancer Gordigan à la figure comme une espèce de sourde menace, comme la voix qu'il ne doit absolument pas emprunter. Et puis, une fois que cette personne est devenue adulte, une fois qu'elle a atteint l'âge de la sexualité, la Gordigan, ça va sonner vraiment comme le soupçon de l'homosexualité, du, de l'homosexuel pratiquant, entre guillemets, c'est même passé l'expression. Euh, et donc, le mot Gordigan, ça va être, euh,
parfois la seule représentation linguistique que les personnes vont avoir, hein. Notamment dans les zones un peu rurales du Sénégal, par exemple. Euh, c'est la seule représentation qu'elles vont avoir pour désigner les personnes homosexuelles et potentiellement pour se désigner elles-mêmes. Sauf que le mot Gordigan, il est vraiment lié à une expression de genre qui est jugée trop féminine, hein. C'est le garçon qui va être jugé efféminé. Et donc, moi, j'ai été confronté à, comme ça, à un jeune homme qui a compris très très tard qu'il était homosexuel, parce qu'en fait, la seule représentation linguistique de l'homosexualité qu'il avait, c'était Gordigan, et lui, il se jugeait pas efféminé, et on ne le jugeait pas efféminé, et donc, il y avait une représentation qui n'était pas possible parce que les Gordigans sont réputés être efféminés. Vous voyez, ça a ralenti comme ça ses capacités, ses possibilités de comprendre qui il était, parce qu'il n'y avait pas de mots dans son environnement pour désigner les personnes comme lui, ou en tout cas, supposait-il. Alors, il y a aussi tout un tas de mots qui émergent dans la communauté LGBT, notamment plutôt citadine, hein, là pour le coup, qui vont permettre à la communauté LGBT de se désigner, de s'auto-désigner à des codes qui vont les soustraire à la compréhension des personnes hétérosexuelles qui les entourent. On a vu, ça date hein, déjà, ça a plus de 20 ans. Mais par exemple, en Côte d'Ivoire, les mots Woubi et Yossi, qui désignent certaines catégories d'homosexuels masculins, qui étaient au départ des mots qui étaient intracommunautaires et qui ont finalement été connus de tous et qui leur sont revenus comme une insulte là récemment. Je vous parlais tout à l'heure des campagnes haineuses qui ont ciblé les homosexuels ivoiriens. Le mot woubi est réapparu comme une insulte qu'utilisaient les harceleurs hétérosexuels contre eux. On a également des mots en Côte d'Ivoire aussi, comme le mot branché, hein, qui permet aux personnes de se désigner comme homosexuels et qui là aussi finissent de toute façon par diffuser dans la communauté hétérosexuelle et le mot est du coup abandonné pour un autre. Au Cameroun, il y avait Kwodangé. Et pareil, c'est un mot qui, ça y est, maintenant connu de la communauté hétéro. Donc, on peut imaginer que bientôt d'autres mots vont fleurir pour remplir cette fonction. Qu'en faire, c'est être. Il y a tout un tas de représentations un peu erronées autour de ce qu'est être bisexuel. Bi. Euh, moi, je me rends compte, c'est-à-dire que parfois les personnes vont se désigner comme bi, alors même que du point de vue de l'occidental que je suis, je n'aurais pas tendance à les considérer comme bi. C'est-à-dire, c'est les garçons, par exemple, qui vont être contraints, pour se conformer à la norme, d'avoir des relations avec des filles, alors même qu'ils n'aiment pas ça, alors même que c'était compliqué, alors même que depuis qu'ils sont en France, ils n'ont absolument pas recommencé. Mais qui vont se désigner comme bi parce qu'ils ont commis l'acte. Voilà. Donc en fait, comme ils ont eu un rapport sexuel avec une femme ou plusieurs femmes, pour eux, ils sont bi. C'est pas du tout la façon dont on va avoir tendance à définir la bisexualité en France, évidemment, où il va être question de désir hein, plus que de pratique sexuelle. Excusez-moi, Christophe. Oui, Si vous pouviez vous rapprocher peut-être de la conclusion dans oui, les prochaines 5 minutes, car on a déjà un petit peu dépassé le temps d'intervention. Merci beaucoup à d'accord, vous. pardon. Va y avoir également l'idée de relation sexuelle hein, qui va être définie de façon différente. Chacun va mettre un petit peu, selon son pays d'origine, des choses différentes dans la notion de relation sexuelle et ça va évidemment compliquer beaucoup le, les, enfin, les échanges avec l'OFPRA et la CNDA et ça va être source parfois de malentendus qui vont se retourner contre les demandeurs d'asile. Alors, vous ne croyez pas à cela ici. Je l'ai évoqué parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est de l'ordre des représentations autour de la magie, de la sorcellerie, où les demandeurs d'asile partent du principe que de toute façon, ça sert à rien d'en parler en France parce que de toute façon, c'est pas cru, on ne croit pas à ça. Euh, et pourtant, hein, c'est des choses qu'on voit apparaître beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'exorcismes pour chasser les démons qui sont à l'origine de l'orientation sexuelle supposée. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on rencontre. Les mots impossibles à dire, ça va être le fait que
certains épisodes sont pas racontables pour les demandeurs d'asile. Ça va être, alors évidemment, les violences sexuelles, hein, qui sont pas toujours, que les personnes peuvent pas toujours raconter, mais il y a également parfois le fait que les personnes ont dû voler de l'argent à leur famille pour pouvoir financer leur départ, enfin, ce genre de choses. Alors, parmi les freins à l'expression, il y a évidemment les traits psychologiques des uns et des autres. Alors, indépendamment même des psychotraumas dont les personnes peuvent souffrir, il y a évidemment des traits de caractère qui vont faciliter ou au contraire compliquer l'expression de soi à l'OFPRA et à la CNDA et qui en plus vont être parfois mal interprétés. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un si vous avez quelqu'un qui est plutôt exubérant dans son expression, on peut se dire, bah, après tout, ça va aider à son expression. Et en fait, ça peut aussi être interprété comme un surjeu de la part de l'OFPRA ou de la CNDA. Et que donc, s'il y a surjeu, c'est peut-être parce qu'il y a mensonge. Des facteurs sociaux, on sait par exemple que le degré de scolarisation va avoir un rôle très important sur la capacité des personnes à parler d'elles, c'est-à-dire à se prendre pour objet analytique, analyser leur parcours, analyser leur vécu. Autres facteurs sociaux, vous n'avez pas tout à fait le même destin selon que vous vivez dans un milieu social plutôt favorisé dans votre pays d'origine ou selon que vous avez vécu à plusieurs longtemps à partager une chambre, par exemple. Ça n'a pas les mêmes incidences sur les risques auxquels vous êtes exposé. Il y a également les modèles de représentation LGBTQI+, hein, je vous le disais, est-ce que vous avez eu accès à des informations ou pas? Est-ce que vous avez pu fréquenter des associations dans votre pays d'origine ou pas? Voilà. Les méfiances et hontes durables, hein, on s'en doute. Les personnes qui ont subi beaucoup de déconvenues au cours de leur histoire vont avoir plus tendance à se méfier, de même que les personnes qui ont vécu des hontes qu'elles n'ont pas dépassées. La situation de l'interprète, l'interprète, ami ou ennemi, en fait, l'interprète va être vécu comme potentiellement quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui peut-être va répéter les informations personnelles auprès de la famille ou auprès de la communauté en France. C'est aussi quelqu'un qui va être scruté, l'interprète. On va scruter sa façon de parler, on va scruter son comportement, on va scruter son langage non verbal pour essayer de déceler si c'est quelqu'un qui est hostile ou pas à l'homosexualité. Le plus souvent, il va être vécu hein, comme quelqu'un qui est hostile aux personnes LGBT de toute façon. Ce d'autant que parfois les demandeurs d'asile essayent d'échanger un peu avec l'interprète et que l'interprète, évidemment, de par sa position à l'OFPRA ou à la CNDA, ne peut pas échanger. Et ça aussi, ça va être interprété comme de l'hostilité. C'est très difficile hein, pour les demandeurs d'asile de concevoir que l'interprète puisse être neutre. Histoire de passer rapidement sur les effets de l'exil sur l'intime, les retrouvailles évidemment sont difficiles avec la communauté d'origine, c'est-à-dire que les personnes LGBT ne peuvent pas bénéficier du soutien, de l'appui de la communauté d'origine en général, ou alors à moins de dissimuler complètement les motifs de leur départ, mais c'est très difficile parce que les questions sont incessantes. Les demandeurs d'asile sont évidemment victimes du racisme classique, mais ça, c'est pas propre aux demandeurs d'asile LGBT, encore que même au sein de la communauté LGBT, parfois les personnes sont victimes de racisme. Elles sont également victimes de fétichisation. C'est-à-dire que c'est lié aux représentations qui vont tourner autour de ces personnes. Juste quelques exemples, des représentations liées à la puissance sexuelle supposée ou liées à l'appétit sexuel supposé ou à la docilité aussi hein, supposée des personnes. Et ça, sur les applis de rencontre, par exemple, les personnes se le prennent en pleine figure. Juste pour passer rapidement sur les freins à la reconstruction, une histoire sans fin, parce que de toute façon, plein de choses sont irrésolues. Généralement, la réconciliation avec la famille n'est pas possible. Parfois, il y a une séparation avec le petit ami ou la petite amie dont on n'a jamais su ce qu'il et elle étaient devenus. Les freins à la reconstruction sont également les difficultés sociales et les lieux hostiles. Là, je pense aux lieux d'hébergement, hein, parfois, où les personnes sont confrontées à des violences euh, de par les autres personnes hébergées et qui vont conduire jusqu'au départ hein, des lieux d'hébergement.
La culpabilité résiduelle, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, c'est surtout la culpabilité vis-à-vis de la maman en général, hein. La maman, elle a été choquée. La maman, parfois, elle a perdu connaissance quand elle a appris la nouvelle. La maman, elle est parfois décédée des suites de tous ces drames qui se sont enchaînés dans le pays d'origine. Et cette culpabilité résiduelle, au fond, parfois, la famille d'origine va également l'utiliser, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai en tête l'exemple d'un jeune homme qui, alors, aussi bien sa famille était menaçante et hostile dans son pays d'origine, euh, mais maintenant qu'il est en France et qu'il commence à se reconstruire, elle perd pas de vue la possible instrumentalisation pour qu'il puisse envoyer de l'argent parce que la maman, elle a été tellement choquée qu'elle est tombée malade quand elle a appris qu'il était homosexuel et que maintenant, la moindre des choses, maintenant qu'il est en France, c'est de l'aider à survivre. Évidemment, le stress de la demande d'asile, mais ça, je ne vous fais pas un dessin. Euh, Tout peut pas être triste tout le temps, hein, évidemment. Les personnes finissent souvent quand même parfois par trouver leur place. Ça prend du temps. Les associations communautaires LGBT, malgré tout, malgré leurs défauts, les aident quand même à trouver leur place, les aident à se reconstituer un cercle d'amis, parfois à retrouver un petit ami ou une petite amie. Et on voit de temps en temps des demandeurs d'asile, réfugiés, qui reviennent à l'association pour aider à leur tour. Et juste pour conclure, j'espère avoir un peu rattrapé mon retard, des revendications de l'Hardis qui ne s'affichent pas. Donc, juste pour vous dire, sur les revendications de l'Hardis, que nous, ce qu'on demande, c'est que les spécificités de la demande d'asile LGBT soient un peu plus respectées euh, par les opérateurs de l'État et par l'État lui-même. Euh, on demande l'arrêt de Dublin, on demande l'arrêt du réflexe de suspendre ou d'arrêter les CMA. On demande la possibilité d'être face à 3 juges au lieu d'un seul. Enfin voilà, on demande beaucoup de choses. On ne sera pas forcément entendu, vous vous en doutez. Je vous remercie.